messieurs, dames, le président de la République a déjà pris la décision, c'est-à-dire il a investi Denis Kadima ensemble avec son équipe. Bref, désormais, nous avons la CENI. Il y a des réactions qui fusent de partout. Martin Fayulu n'a pas encore réagi, il va réagir d'un moment à l'autre. Du camp de Moïse Katumbi, on va évaluer leur présence au niveau de l'Union sacrée. Le FCC a réagi. Investiture du bureau de la CENI, pour nous, de l'opposition, nous ignorons la décision de Félix Tshisekedi. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, dans une interview accordée à 7 sur 7.cd, bien sûr, il dit quoi? Dit méconnaître la décision prise par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'investir le nouveau bureau de la Commission nationale indépendante en République démocratique du Congo. D'après Ferdinand Kambere, sa décision devient sans valeur dans la mesure où l'entérinement des membres de la CENI est irrégulier. Bref, il ajoute en disant quoi? Méconnaître cette décision-là. Quand il entérine un entérinement irrégulier, son ordonnance aussi devient irrégulière, sa décision devient sans valeur. En tout cas, pour nous de l'opposition, certainement que la décision sera officialisée d'ici là. Les gens connaîtront le point de vue des uns et des autres. Mais de mon point de vue, c'est ça. Nous ignorons sa décision. OK? Elle ne nous est pas opposable. Waouh! Là, c'est Ferdinand Kambere. Chers compatriotes, nous continuons avec notre émission et je reçois pour vous le président Willy Michik. Merci. Président Willy Michik, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Oui, on est là, on travaille. On travaille. Surtout ça. On n'est pas obligé toujours de paraître dans les médias. Ouais, les plus gros du boulot, nous le faisons de porte à porte. Très bien. Le président vient d'investir Denis Kadima, enfin comme président de la CENI. Vos impressions? Oui, pour nous, c'est un ouf de soulagement, puisque rappelez-vous que devant ces micros, nous avons plusieurs fois demandé à nos compatriotes de se ressaisir, puisque chaque jour qui passait sans que le bureau de la CENI ne soit investi, cela constituait un risque de glissement. Et comme vous le savez très bien, à chaque fois qu'il y a un glissement, nous allons vers des dialogues et souvent même des conflits post-électoraux, puisque les élections, c'est le temps. Et la seule institution qui est habituée, qui est habilitée à organiser les élections, c'est bel et bien la CENI. Comme la CENI est investie, nous pensons que dans les meilleurs délais, d'ici peut-être 72 heures, le nouveau bureau pourra procéder à la remise-reprise avec le bureau sortant dirigé par Corneille Nangaa, que nous félicitons, puisqu'il faut aussi reconnaître les mérites de Corneille Nangaa. Quoique l'accusé déroulé pour Kabila et le régime passé, il a quand même permis à un opposant de gagner ces élections. Ça, c'est un élément parfois que nous oublions. On traitait Corneille Nangaa de n'importe quoi, on lui a donné tous les noms des oiseaux, mais au finish, les candidats du régime sortant, du régime de Kabila, n'a pas gagné les élections à la personne de Chadari. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement le fait de dire que tel roule pour tel, et c'est facile. En Zambie, à côté ici, en Zambie, on vient d'organiser de très bonnes élections en Zambie. Et les élections, contrairement à ici, ce n'était pas la CENI, c'était le ministère de l'Intérieur, dont les pouvoirs organisateurs. Mais ces pouvoirs-là n'ont pas gagné ces élections. C'était un opposant qui les a gagnés. Donc c'est pour rassurer aux uns et aux autres qui ont encore des doutes aujourd'hui sur la personne de Denis Kadima. D'ailleurs, Denis Kadima, il n'est qu'un seul
sur les 12 qui ont été entérinés. Donc, je ne vois pas comment une seule personne pourrait influencer les 11 autres, alors qu'on a dit que les décisions vont se prendre d'une manière consensuelle, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la majorité absolue. Donc, cela devrait nous rassurer aujourd'hui que nous devrons être patients et juger les membres de la CENI investis par le chef de l'État par les actes qu'ils vont poser. J'étais très content de lire les Twitter de M. Kadima où il dit qu'il va nous donner les meilleures élections crédibles et démocratiques qu'on n'a jamais eues dans ce pays. Donne-lui le temps et on va les juger au moment opportun. Ah, très bien, très, très important. Voilà. Maintenant, les uns ou certaines langues pensent que cette réponse ou cette décision du président Félix Tshisekedi, c'est une réponse à la lettre des 3 pages de M. Moïse Katumbi lui adressée. Bon, je ne pense pas vraiment qu'il faudrait donner autant d'importance à Moïse. Hein. Je ne pense pas. La procédure était déjà déclenchée depuis longtemps. Vous savez très bien que, conformément à la loi électorale, c'est le bureau de la CENI, c'est le bureau plutôt de l'Assemblée nationale qui dirige toute la procédure. Les composantes ayant remis leur nom au bureau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale les ayant transmis à la commission paritaire opposition-majorité, cette commission ayant examiné cas par cas, vérifié les procès-verbaux dûment signés mandatant les délégués à la centrale électorale, les ont approuvés et envoyé les rapports en bonne et due forme à l'Assemblée nationale, au bureau, et le bureau a soumis toutes ces propositions à l'Assemblée nationale, puisqu'à la plénière, puisqu'au finish, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Ce n'est pas un individu, ce n'est même pas le chef de l'État. Et le chef de l'État n'a fait qu'investir les personnalités entérinées par l'Assemblée nationale, conformément à la loi organique, mais aussi conformément à la Constitution. Donc, au moment où nous parlons aujourd'hui, le chef de l'État n'a fait... Et si le chef de l'État n'avait pas investi ces comités ou ces délégués entérinés, il pourrait être poursuivi pour outrage, puisqu'il aurait violé la Constitution, puisqu'il n'avait aucune excuse de ne pas investir la centrale électorale telle qu'elle est entérinée par... Où ça pouvait même créer une pendant crise. le cas de Malonda, ça n'a pas été l'outrage? Mais ce que les gens ne comprennent Lui aussi pas, a été entériné par l'Assemblée nationale. non, la différence entre le cas de Malonda et le cas de Kadima, c'est que pour le cas de Malonda, je défie quiconque qui apporterait les procès-verbaux, désignant Malonda comme candidat d'une confession religieuse quelconque, puisque les Kimbanguistes m'ont dit à moi qu'ils n'ont jamais endossé la candidature de Malonda. C'est déjà une faute de procédure. De deux, les confessions religieuses, même si les 6 de l'époque avaient signé, mais il n'y a aucune d'entre elles qui avait présenté auprès de 8 confessions la candidature de Malonda. Et ce qui est encore grave, c'est qu'on ne devrait pas, l'Assemblée nationale ne devrait pas seulement se limiter à un membre du bureau. Il fallait que tous les membres de la future centrale électorale soient présentés pour entérinement. Mais pour les cas là, c'est pourquoi le président Fatou il dit non, je ne peux pas seulement investir un seul cas. Et dans la lettre que le chef de l'État, je crois que c'était une lettre du 22 juillet 2020, qu'il avait adressée à la présidente du bureau de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Mme Janine Mabunda, que je salue en par là, il lui a rappelé le fait que les dossiers étaient incomplets puisqu'il manquait des sous-bassements. Et les sous-bassements auxquels le chef de l'État faisait allusion, c'était effectivement les procès-verbaux. Puisque la loi organique est claire, on ne peut investir, entériner une candidature que lorsqu'elle est couverte
par des procès-verbaux. C'est pourquoi vous avez vu, même, il y a eu des gens, ils s'agitent, ils se sont agités, même au sein de notre famille politique, l'union sacrée, puisque les gens ne comprennent pas même les prescrits de la loi. Les gens n'ont même pas l'état de lire la loi. Que dit la loi? La loi dit que les candidats doivent être couverts par les procès-verbaux de leurs organisations respectives. Pour la société civile, on a éliminé, la loi a énuméré les composantes, Edicel, il y a la confession religieuse, tout ça. Pour nous, politiques, ce sont des groupes parlementaires. Ce ne sont pas des regroupements politiques. Par exemple, l'AFDF allié comme regroupement politique ne peut pas endosser une candidature. Oui. C'est les groupes parlementaires. C'est pourquoi vous avez constaté que les organisations de fait comme CACH, comme FCC, comme l'Ensemble pour la République ne sont pas compétents. Ce sont des organisations, moi je dis même c'est de l'arnaque, ne sont pas compétents pour endosser les candidatures. Les candidatures sont endossées par le regroupement politique. C'est pourquoi vous avez vu par exemple pour une organisation politique comme Ensemble pour la République qui n'a pas pris part aux élections. Je vous défie, vous irez aux élections, même les CAJ, même les FCC n'ont pas pris part aux élections. Non, donc, ces organisations-là n'étaient pas habilitées. Par contre, à son sein, il y a des groupes parlementaires. Et pour le cas d'espèce, par exemple, pour l'ensemble, les groupes parlementaires, AMK a endossé la candidature de l'honorable Paul Mouindo comme rapporteur adjoint. Puisqu'il y avait un principe qui était élevé dès le départ pour dire que comme nous n'avons que 15 postes au niveau de la centrale, il ne faudrait pas qu'une province puisse prendre plus d'un poste et qu'une organisation puisse prendre plus d'un poste. Que ce soit une organisation politique ou sociale. C'est comme ça que vous avez vu que chaque organisation, nous par exemple, l'AFDC allié, nous sommes la première force politique et ici des élections de 2018 après le fondement du PPRD. En principe, les premiers postes au sein de l'Union sacrée devraient nous revenir. Mais comme notre chef, il est humble, il est modeste, comme même le nom le dit, il ne s'est pas bousculé de ce côté-là. Il a dit, donnez-nous ce que vous voulez. On nous a donné un poste de questeur adjoint. Est-ce que vous avez vu le sénateur professeur Bat Modeste réclamer? Non. C'est un homme humble. Il est humble. Il a dit, nous prenons pour l'intérêt du groupe. En principe, les postes de premier vice-président devraient revenir à l'AFDC, conformément à la Constitution, puisque nous constituons la plus grande force ici des élections après la désintégration des PPRD. C'était nous, c'était les PPRD, AFDC alliés, et IDPS et alliés, AMK et consorts. Donc, mais nous avons dit, nous prenons. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on examine le processus qui a été suivi, en tout cas, il a été conforme à la loi organique. C'est là qui se sentirait gêné. Qui pense aujourd'hui qu'il y a eu un forcing au lieu et place de privilégier la sagesse. Voilà. Ceux qui pensent qu'il y a eu forcing ou qu'il y a eu violation de la Constitution ou de la loi même organique, moi je les invite sincèrement à pouvoir saisir non seulement les cours des tribunaux, mais aussi la Cour constitutionnelle pour conformité. Ferdinand Cambert dit que toutes les cours, toutes les institutions aujourd'hui violent les lois. Donc c'est un pouvoir qui fait presque tout, qui ignore tout. Cambert a dit ça. Mais c'est bien beau. Lorsque Cambert le dit, moi je dis, même les actes posés par le chef de l'État peuvent être attaqués devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Et donc, d'ailleurs, le juge naturel du président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Pourquoi ces gens-là, ils s'agitent? Cette ordonnance, moi je vous dis, il y a jurisprudence. J'ai entendu même des gens dire que l'ordonnance ne pouvait pas être signée puisque l'équipe n'était pas au complet. Mais moi j'ai une jurisprudence. Sur laquelle? Lorsque nous avons été au pourparlers du palais du peuple, à l'issue des pourparlers, nous avons été dribblés évidemment à l'IDPS et c'est Kengo Adondo qui a été élu Premier ministre. Le président Mobutu, à l'époque, avait signé une ordonnance
investissant les gouvernements Kengo Adondo avec 4 postes vacants. Dans l'ordonnance, on a laissé 4 postes vacants qui revenaient à l'IDPS, parce que l'IDPS n'avait pas présenté ses délégués, ses représentants. Quelques semaines plus tard, notre président de l'époque, que je salue, dont je salue la mémoire, le président Kibasa Maliba Frédéric, avait présenté la liste de 4 délégués de l'IDPS, une liste complémentaire, dans laquelle moi, Willy Michiki, je me suis retrouvé. C'est comme ça que nous fîmes entrer dans le gouvernement Kengo Adondo. Et à l'époque, je me rappelle, on avait attaqué, nous d'abord l'IDPS, à l'époque, à la Cour suprême de justice. Et notre requête était déclarée recevable, mais non fondée. Non fondée. Donc, il y a une jurisprudence à cette matière. Oui, oui. Et en plus, lorsque nous regardons la composition de la nouvelle centrale électorale, Oui. tous ces 3 postes vacants, il y a soit un titulaire ou un adjoint. Et le poste qui revient à la plénière, nous avons d'autres membres. Donc, la centrale a sa majorité atteinte, elle peut siéger valablement. Ne voyez-vous pas que le fait de n'avoir pas pris en compte ou en considération le point de vue du FCC, l'opposition aujourd'hui, Martin Fayulu, opposition aujourd'hui, opposition toujours, Moïse Katumbi, ça risque de frustrer et de crisper davantage le climat politique dans notre pays? Bon, je ne pense pas, c'est puisque nous, Congolais, nous avons une mémoire courte. Je m'excuse beaucoup. Oui, en 2006, oui. l'IDPS a posé les mêmes problèmes. Et l'IDPS a refusé d'aller aux élections. Oui, oui. Est-ce que ça a posé un problème? Il y a eu élection. Il y a eu élection. Qui ont fait des cabinets présidentiels. Et il y en aura encore aujourd'hui, même si toutes ces forces-là, surtout pour les cas d'espèce, ces forces sont divisées. Il y a des groupes parlementaires de l'opposition qui ont présenté leurs délégués. Nous avons, et la commission, le bureau de l'Assemblée nationale a pris acte. Il n'y a qu'une petite partie de l'opposition qui n'est pas représentée. Pourquoi ne pas écouter Katumbi qui dit que faut aller dans cette direction, c'est occasionner les troubles du cycle électoral de 2023. Bon, d'abord... Il prédit déjà les troubles. Bon, d'abord, il faut dire que lorsque Moïse Katumbi parle, Moïse Katumbi, c'est un membre de l'Union sacrée, et pas lequel, pas n'importe lequel. Il continue toujours à être de l'Union sacrée? Oui, Moïse Katumbi, jusqu'au moment où nous tenons cette mission, pour moi, c'est un frère, un collègue de l'Union sacrée. Et lorsqu'il tient ce genre de propos, pour moi, ça me gêne, puisque ce sont des propos qui devraient être tenus en interne au sein de l'Union sacrée. Puisque nous sommes unis. L'Union sacrée, pour moi, n'est pas hétérogène, elle est homogène. Donc, même si nous pouvons avoir, moi je vous dis ici, nous à l'AFDC Allié, nous avons connu aussi des frustrations et nous les connaissons. Mais pour l'intérêt du groupe, pour l'envie de ne pas fragiliser l'Union sacrée, nous concédons. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas donner des armes aux adversaires pour nous fragiliser. Même cette lettre-là, que Moïse a envoyée au chef de l'État, j'ai vu la lettre avec accusé-réception. Quand on accuse réception à un courrier, on remet à la personne ou à l'organisation qui l'a déposé. Mais là, il est également balancé dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. C'est comme si, au niveau de l'Union sacrée, nous sommes en train de nous mettre les pots de banane. Moi, cette démarche-là, personnellement, je n'ai pas apprécié. Je suis tout à fait d'accord que Moïse puisse, ou l'ensemble pour la République en général, puisque ça aussi, ça pose un problème, puisque lorsqu'on présente l'ensemble pour la République comme la première force, moi, j'ai toujours dit non, puisque l'ensemble n'a pas été aux élections. Nous devons prendre en compte les regroupements tels qu'ils ont été élus par les Congolais. Les Congolais n'ont jamais voté ensemble pour la République, n'ont jamais voté FCC, n'ont jamais voté Cash. C'est ça la vérité aussi. Oui. Il faut pas. C'est pourquoi je dis, lorsque nous voulons la démocratie, c'est le respect des lois, des textes. Lorsqu'on nous amène des organisations
post-électoral qu'on n'a pas connu aux élections, ça pose et ça pose tout. On nous dit aujourd'hui, l'FCC n'est pas d'accord. Le CACH n'est pas d'accord. L'ensemble n'est pas d'accord. Mais l'ensemble vient d'où? L'FCC vient d'où? Les Congolais ont voté des organisations. Puisqu'ici, on ne vote pas les individus, on vote des regroupements et partis politiques. Très bien. Et des indépendants. C'est ça, il y a 3 catégories de personnes morales et physiques que les Congolais et Congolaises ont voté. Les indépendants, les partis politiques et les regroupements. C'est tout. Ce sont ces organisations-là que nous devions prendre en compte. Mais après, par arnaque politique, les Congolais, nous sommes champions de ça, les dribblings, nous avons créé des organisations pour troubler les autres. Comment expliquer, par exemple, aujourd'hui? Moi, je vous l'ai dit, je suis vraiment... Moi, ça me gêne, par exemple, parce que nous voulons les quitter. L'ensemble, bon, l'ensemble s'est constitué après. Il a dit, bon, il y a 4 organisations à l'intérieur, 4 regroupements politiques. Mais vous allez constater que les regroupements qui ont plus de députés, c'est les AMK. Mais les AMK n'a qu'un poste de vice-ministre. Si les 5 ministères, 5 ministres et 2 vice-ministres, l'AMK n'a qu'un vice-ministre. Donc il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Et croyez-vous que cela ne va pas créer des frustrations en interne? C'est un problème. Même nous, à l'Union sacrée, nous devons conseiller les amis pour dire que non, il faut de l'équité, il faut de la justice. Puisque ce sont ces petites divisions-là qui, parfois, contribuent à la défaillance des organisations. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, j'encourage les amis, les regroupements qui ont pris part aux élections et qui font partie aujourd'hui de l'Ensemble pour la République, de rester dans l'Union sacrée, de rester dans la majorité. Puisque s'éloigner aujourd'hui de la majorité, moi j'ai peur que ces amis-là ne disparaissent politiquement. Parce que lorsque je vois la difficulté que l'opposition a aujourd'hui, lorsque Martin Fayoul, qui est un poids lourd... Est-ce que l'opposition a la difficulté aujourd'hui? La difficulté sérieuse même à mobiliser. Lorsque je vois il a fait le plein à Ndjili, il a fait le plein également au niveau de... Pas du tout. N'oubliez pas que Kinshasa, c'est une ville de 15 millions d'habitants. Oui. Et lorsqu'on parle des marches, moi je parle des marches, j'ai vu une caravane motorisée. Martin n'a pas marché, Mouzit n'a pas marché. Ils étaient dans leur véhicule et ils profitaient des embouteillages morts de Kinshasa. Tout le monde, même un petit badaud, s'il s'allonge sur les boulevards là de Lumumba, où 2-3 véhicules bloquent, c'est tout. Vous trouverez des centaines, des milliers de gens. D'ailleurs, moi, ça m'a même étonné, parce que je n'ai même pas vu 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ce sont des badauds qui suivaient le mouvement. Nous connaissons Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville de Kyrie. On va parler de Martin Fayoul. Donc c'est comme ça que je voulais chuter en disant que pendant que l'opposition est en difficulté, Martin lui-même l'a dit, il en a appelé à ce que les autres viennent les rejoindre. Il ne peut pas. Est-ce que c'est là qui viendrait? Il cherche maintenant à mettre en place un bloc patriotique. Justement. Pour lutter contre la dictature fasciste. Puisqu'il a compris que la Mouka et le Bandoussel ne pouvaient pas. Alors, moi, je dis, est-ce que ceux-là qui viendraient, d'abord, est-ce qu'ils seront capables aujourd'hui de quitter l'Union sacrée, prendre tous les leurs qui sont... Parce que, vous savez, le problème aujourd'hui, ce ne sont pas des moutons, des parniches qu'on amènerait à l'abattoir n'importe comment, non. Ce sont des hommes politiques. Et la plupart sont des élus. Un élu, il a un mandat, il a un contrat. Et aujourd'hui, l'Union sacrée a les vents en poupe. Et je vous dis que ceux-là qui croient qu'ils peuvent fragiliser cette majorité ici, vous savez, l'Union sacrée n'est pas FCC, n'est pas FCC. S'ils croient rééditer ce que nous avons fait à Kabila, parce que nous on a réussi, puisque Kabila a été fragilisé. Et nous, aujourd'hui, notre bilan n'est pas encore arrivé à la fin. Qu'on attende qu'on arrive à la fin du mandat. Un bilan qu'on juge déjà de négatif, puisqu'on dit que vous avez échoué presque sur tout le plan. Mais nous ne sommes qu'au début. Le gouvernement des Warriors est là seulement depuis fin avril. C'est un pauvre gouvernement. Oui, donc le bilan de Félix Tshisekedi, c'est par rapport au gouvernement des Warriors. Bien sûr, c'est ça notre gouvernement. Le reste, c'est l'FTC cash. L'FTC cash qui sera comptable. Donc nous, on ne va pas justifier les 3 ans ici. Devant les 3 ans où il y a l'Union sacrée au pouvoir. Admettons aujourd'hui qu'Atumbi quitte l'Union sacrée. Il y aura comme quoi? Est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences qui vont tomber, bien sûr, sur ses alliés au sein du gouvernement? Bon, tout à fait normal. C'est-à-dire que d'abord, il y a un principe, comme je dis, que tous ces ministres, députés, sénateurs, leaders ne sont pas des garçons de course de qui que ce soit. Et les gens oublient qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle
qui dit explicitement, si je dois le dire en des termes terre à terre, pour ne pas utiliser les termes juridiques, qu'un élu n'est pas un garçon de course de son regroupement ou de son autorité morale. Ça, c'est important. Donc, je ne crois pas que tous ces élus, tous ces leaders suivraient Moïse Katumbi ou quelqu'un d'autre. C'est ça, parce que Kabila, vous savez, nous avons une mémoire courte. Mais Kabila, il était là, mais les gens l'ont quitté. Tous ces Mende, Lengoï Kassanji... Non, mais Kabila n'était plus président. Ils l'ont quitté au moment où il n'était plus président. Mais non, mais il n'était pas président, mais il était l'autorité morale. Oui, autorité morale. Mais Moïse aussi n'est pas président de la République. Moïse n'est pas président. Kabila ne décidait plus avec des stylos, hein, c'est ça le problème. Mais c'est ça, moi j'ai dit, mais il y avait les FCC, il y avait les NEMI, mais on les a quittés. Donc c'est pour dire qu'aussi aujourd'hui, tous ces gens-là vont apprécier. Donc il n'est pas aujourd'hui certain que si Moïse disait qu'il quitte l'Union sacrée, que tous ces gens-là les suivraient. Et que là où il irait à l'opposition, il sera si bien accueilli. C'est ça aussi le problème. Vous savez, moi je crois que même si nous avons des petites divergences internes dans l'Union sacrée, c'est ça l'expression de la démocratie. Nous ne pouvons pas tous avoir la même vision. Mais moi, je conseille vivement à mon frère Moïse, que j'aime beaucoup, de rester avec les leurs. Vous savez, dans ce monde ici, il faut pas seulement voir les enjeux actuels, il faut voir d'où nous venons. Vous savez que Moïse était considéré comme étranger dans son propre pays. Il lui était même interdit d'avoir un passeport congolais. C'est le président de la République actuelle, pendant qu'il était dans la coalition FCC, qui a pris ses courages politiques d'instruire les affaires étrangères à émettre les passeports. Il a remis ça à son conseiller privé en personne, à la personne de Fortina Bisselele, qui est allé à Bruxelles. J'étais à Bruxelles ce jour-là. Et il a remis le passeport à Moïse. Mon frère, venez rentrer chez vous. Et pendant ce temps-là, Moïse avec le passeport, il sillonnait comment? Mais il ne pouvait pas circuler. Il était devenu apatride. Il était bloqué. Vous vous rendez compte que cet acte-là, par rapport à tout ce que nous vivons, c'est rien. Et ça, ce n'est pas pour lui. Tous ces Diom Ndonga, les Eugène Diom Ndonga plutôt, Franck Diongo, tous les Mouyambo là que vous voyez, tous ces gens ici, les procès, les victimes des procès politiques et des musées, qui se retrouvent aujourd'hui en liberté. Tous les cachots de l'ANR fermés. D'ailleurs, que je propose. Mouyambo a tenu à féliciter Denis Kadima et soutenir le chef de l'État. Mais c'est ce que moi j'ai dit, il faudrait quand même aussi un minimum de reconnaissance. Regardons d'où nous venons, la bonne foi. Parce que moi j'ai dit, moi je n'ai rien reçu de Félix Tshisekedi. Mais lorsque je vois les actes qu'il pose à l'égard de ses compatriotes, ça m'interpelle. Je dis que nous devons quand même être reconnaissants. Et j'insiste beaucoup. On aura encore d'autres difficultés dans l'avenir à l'Union sacrée, puisque les gens sont venus de partout. Il y a des kabilistes, des mobutistes, des ceci, des tshisekedistes, il y a des gens de partout. Mais nous sommes en train de construire une grande famille. Moi, j'apprécie beaucoup Jean-Pierre Bemba, qui est un grand leader. Le silence de Bemba, le silence de Bahati, c'est ça qui devrait animer tous les leaders de l'Union sacrée. Parce que personne ne peut vous dire qu'il est content. Moi, je vous dis, même Bemba, là où il est, même MLC, je ne pense pas qu'il soit content. Mais au nom de l'intérêt supérieur de la République, nous devons soutenir. Parce que c'est l'Union sacrée qui est à la majorité. Si cette majorité-là de l'Union sacrée, ce que les gens disent, au cas où cette Union sacrée, cette majorité s'effritait, est-ce que les gens ont examiné les risques de désintégration de ce pays, les conséquences qui adviendraient? Non. Les gens disent Très oui. Bien. Très bien. Je vous pose une question avant de parler autre chose. Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo, le Congo ira de l'avant? Bon, moi je connais en Moïse. Connaissant l'homme. Non. Bien sûr, Moïse, il a fait un travail que les gens ont reconnu quand même lorsqu'il était gouverneur de l'ex-province de Katanga, même si les autres ont dit que non, c'était plus pour son intérêt, mais en tout cas, moi, j'étais chez moi au Kivu et à Kinshasa, j'ai eu des échos favorables de ce que Moïse a fait. Mais la province n'est pas la République. C'est ça le problème. La province n'est pas la République. J'ai vu aux États-Unis, par exemple, des gouverneurs qui étaient de très bons gouverneurs de province, mais une fois portés à la tête des États-Unis, c'était des piètres figures. Donc, aujourd'hui,
Il est facile, c'est son Katanga, c'est un garçon qui est né, grandi là-bas. Il a été dans les milieux associatifs, et dans les milieux sportifs, il est connu. Mais au niveau national, c'est autre chose. Puisque au niveau national, il n'y a pas que la gestion de l'intérieur, mais aussi la gestion de l'extérieur. Vous pensez qu'il ne sera pas à la hauteur de ces tâches? Non, non, je ne vais pas dire que nécessairement, parce que c'est difficile de se prononcer. Mais moi, j'ai toujours dit que nous tous, nous avons des ambitions. Mais les ambitions, nous devons savoir les gérer. Je sais que Moïse aurait souhaité être président de la République. Il aurait souhaité. Mais je n'ai jamais entendu, depuis les élections de 2018, Moïse s'exprimer sur ses ambitions. Ce sont les gens qui les disent. C'est comme ça que nous, au niveau de l'AFDC allié, lorsque nous avons examiné les candidatures librement exprimées, il n'y avait que 2 candidatures. Celle de Félix Tshisekedi et celle de Martin Fayulu. Donc l'AFDC allié devrait faire le choix entre les deux. Nous avons porté le choix sur la personne de Félix Tshisekedi, que nous connaissions, les combats, et que jusque-là, les gestes qu'il a posés, même s'il n'était pas, chef de l'État, en tout cas pour nous, nous avons estimé qu'avec Félix Tshisekedi, l'AFDC allié pourrait pourrait aller de l'avant. Mais Moïse ne s'est jamais exprimé. Mais et puis, moi j'ai dit, lorsque vous dirigez les gens, vous devez faire très attention quand vous vous exprimez publiquement. Des réactions épidermiques, toujours n'arrangent pas. Puisque les gens pourraient, vous pouvez faire du populisme, mais ce populisme-là pourrait se retourner contre vous. Vous savez, parmi les caractères que j'ai beaucoup apprécié de M. Kabila à Joseph, c'est son calme. Parfois aussi, le silence est une réponse à beaucoup de problèmes. Et parfois aussi, le silence résout beaucoup de problèmes. Puisque, vous savez, même la Bible, moi je suis chrétien, et la Bible dit que ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui sort de sa bouche. Merci. Donc, on quitte Katumbi. Là, je pose la même question pour Martin Fayulu. Lui, du moins, il s'est déjà exprimé pour être candidat président. Il fera aussi un bon président pour notre pays. Mais Martin, d'abord, c'est plus grave encore, puisque Martin n'a jamais géré. La seule fonction que je reconnais à Martin, bon, être député, ce n'est pas une fonction, c'est un mandat. Bon, Martin, il a travaillé dans le secteur privé. Est-ce que là où il a été, dans le secteur pétrolier, pratiquement, est-ce qu'il a été un bon gestionnaire? C'est difficile, puisque nous tous, nous pouvons prendre des programmes, et les piler partout, réciter ce que les autres ont fait. Mais il faut voir l'homme, l'expérience. Moi, je crois sincèrement que Martin n'a pas beaucoup d'expérience. Vous savez, être chef de l'État, ce n'est pas facile. Hein. Vous pouvez avoir même une expérience, même dans votre propre parti. Mais lorsque je vois la façon de les idées et gérer aujourd'hui, même il y a des députés qui sont tentés de faire défection. Dites Monzi a quitté, l'élite de Tchangou, qui est très populaire. Ouais. C'est un coup dur aussi pour Martin Fayulu. Coup dur. Et un coup dur. Mais il est avec le peuple, hein? Il est avec le peuple. Oui, c'est ce que moi j'ai dit, que ce n'est pas toujours facile. Si ces gens-là quittent, il y a d'autres gens qui quittent mais qui ne les déclarent pas. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, je crois que nous, chacun a ses ambitions. Moi, je n'interdis pas aux Congolais. D'ailleurs, j'aime bien les Congolais, mais les ambitions doivent être bien mesurées. Il ne faut pas avoir des ambitions qui vous dépassent. Moi, je crois que pour le cas de l'Union sacrée, ça c'est le conseil que j'ai donné depuis longtemps, c'est apprendre où aller faire. Moi, je crois que pour l'Union sacrée, les gens oublient que dans l'Union sacrée, nous avons adhéré à une vision d'un seul homme. Cet homme-là s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Dans cette vision-là, la vision est résumée dans son discours d'ici décembre de l'année passée. Alors, lorsque quelqu'un est dans l'Union sacrée, il conteste la personne dont nous avons prétendu adhérer à la vision, alors moi je conseille à ces gens-là de quitter. Si cette vision-là ne vous rassure plus, vous n'avez même pas besoin de faire des débats internes, parce qu'une vision, on ne la change pas. Il faut quitter carrément et laisser les autres continuer. Avant de parler d'éducation, oui, parlons d'abord enseignement supérieur universitaire. Joseph Kabila, professeur. Vous êtes au courant? Oui, j'ai vu à travers les réseaux sociaux. Oui. Bon, vous savez, nous sommes des chercheurs. Nous devons savoir d'abord quel parcours il a suivi pour arriver là-bas. Nous tous, nous savons, moi par exemple, ma thèse de doctorat, elle m'a pris presque 4 ans et demi, presque 5 ans. Et que Joseph est passé par là. Mais moi,
je félicite d'abord cette démarche-là. À son niveau, il n'a plus besoin d'un titre académique supérieur, puisque les gens, souvent, nous, à l'époque, on étudiait pour être bien dans la vie. Moi, je me suis dit, c'est vrai, il y avait des défis politiques aussi à relever, mais il y avait aussi l'aspect sécurité professionnelle. Mais Kabila, je ne pense pas qu'il soit à ce niveau-là. Mais moi, je l'encourage et surtout, c'est un exemple pour des jeunes qui aujourd'hui ne veulent pas pousser plus loin dans leurs études. Ils se contentent de ce qu'ils ont pour dire que même à cet âge-là, à cette fonction-là, à cette position sociale, on peut toujours avoir besoin d'aller étudier. Donc moi, j'encourage ça. Mettons de côté tout ce qui est politique. Il a fait les sciences politiques. Hein. Pardon? C'est les sciences politiques qu'il a fait là-bas. Oui, oui, les sciences... Attention, je vais vous dire une chose. Je vous dis, bon, ça c'est mon expérience personnelle. Je ne connais pas au monde quelqu'un qui a fait les sciences politiques qui soit un meilleur leader. Malheureusement. Vous allez trouver même les gens comme le Sakombi Inongo, mon ami Roger Lubala, qui ont fait l'éducation physique, la gymnastique, pour ne pas parler de terme, qui sont de très bons politiciens. Vous allez trouver des médecins, j'ai connu des médecins de très bons politiciens, des ingénieurs très bons politiciens, qui n'ont rien avec la politique. Donc ce n'est pas le fait de faire. Surtout, ceux qui ont fait les sciences po, ils se perdent facilement dans la théorie. C'est le constat qu'on a constaté. Donc très peu des meilleurs politiciens sont issus des écoles de sciences politiques, malheureusement. Donc vous voulez nous dire en d'autres termes que Joseph Kabila, le fait pour lui de faire les sciences politiques ne fera pas de lui un bon politicien? Non, pas nécessairement. Parce que la politique, d'abord, je dois vous dire que c'est d'abord inné. Inné. Moi, je me rappelle, j'avais déjà 12 ans, on me disait, ah ouais, t'es quoi politicien? Tu seras politicien, oui. Et à 26 ans, j'étais le plus jeune ministre de ce pays. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de politique, rien du tout. Donc, il n'y a rien. Donc, c'est d'abord un don personnel. Et je peux vous dire que ceux qui ont fait les sciences po sont plus meilleurs comme conseillers, puisqu'ils se perdent facilement dans des théories. Mais les bons politiciens, c'est d'abord saisir les opportunités. Moïse et Félix, ce qu'ils ont fait les sciences po, même les Mobutu, les Mouzé qui ont été des grands chefs d'État, les Lumumba ne connaissaient même pas sciences po, c'est quoi? Non, rien du tout. C'est la vision, c'est l'engagement, c'est la persévérance dans les combats. Voilà. La persévérance dans les combats. Tout à fait. Ah oui, c'est très très important. Vous voulez nous dire que Joseph Kabila, pendant tout le temps qu'il nous a dirigé, il n'avait pas un diplôme? Il avait quel niveau d'abord d'études? Bon, d'abord, il faut vous dire un secret. Ouais. Que les grands académiciens, généralement, sont des piètres figures en politique. Donc, pour faire la politique, on n'a pas besoin de diplôme. Ce n'est même pas écrit. C'est d'ailleurs comme ça que le législateur a prévu. Il dit que même pour être candidat, ici chez nous, je prends même le législateur chez nous, on dit soit un diplôme gradué ou vous faites licencié ou ceci, ou expérience professionnelle. Et je vous dis que la plupart des gens qui réussissent en politique, c'est par expérience professionnelle. Quelqu'un comme Lumumba, je cite, parce que je ne vais pas vous amener très loin, je parle d'un comme Lumumba, qui était un petit ouvrier, bon, comme on appelle un clerc, hein, travailleur dans la poste. C'est à la poste là que Lumumba a commencé. Il a fait des petits boulots par-ci par-là, mais il s'est avéré un très bon politicien. Les Kassavobo, prêtre, hein, un grand politicien. Et quand tous ces gens-là, leurs collègues, leur ont reconnu les mérites, ils avaient des universités là, à l'époque. Les Liaou étaient là, les Tshisekedi étaient là, mais ceux-là se sont avérés meilleurs. Donc ce n'est pas les diplômes qui constituent une valeur pour un homme politique. Ça n'a vraiment pas de rapport. Très bien. Quand vous voyez les Kadhafi, Kwame Nkrumah, lui était universitaire, ce sont des cas rares. En politique, au contraire, les grands académiciens sont des exceptions. Comme Mugabe, comme Kwame Nkrumah, tout ça, ce sont des exceptions. Les gens comme les Nyerere et tout ça n'ont pas fait de très grandes universités, mais ce sont des gens qui ont laissé les empreintes et dans tout ce qu'ils ont fait. La dernière thématique, professeur Willy Michiki, c'est l'éducation. L'Église catholique monte au créneau et fustige d'abord
le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, d'avoir dit que le gouvernement était prêt même à retirer les écoles conventionnelles catholiques. Et Cholet dit il faut être conséquent. Pourquoi? Puisque là, nous allons récupérer nos bâtiments et puis vous allez vous débrouiller. Ça brûle là. Hein? Oui. Il y a des grèves. Effectivement. C'est compliqué. Moi, je peux dire que d'abord, il y a eu trop d'abus. On a donné beaucoup de pouvoir aux confessions religieuses ici. Pas seulement à l'Église catholique, même les protestants. À tel point que l'Église catholique est devenue un État dans un État. Nous ne sommes pas au Vatican ici. Il y a quand même un principe de séparation. Il ne faut pas oublier que l'Église catholique, comme les autres confessions religieuses, sont des associations sans but lucratif. Je dis bien des associations. Il faut les traiter comme telles. Mais les États africains en particulier, je dis africains en particulier, ont donné beaucoup plus de pouvoir aux églises à tel point qu'on a tendance à confondre les églises. Mais ces bâtiments-là, lorsque Scholl parle des bâtiments, mais est-ce que vous savez comment ces bâtiments ont été acquis? Moi, je peux vous donner. J'étais au gouvernement de Mobutu. Beaucoup de concessions aujourd'hui ont été données par l'État à l'église. Je sais que peut-être Scholl ne connaît pas. Je sais que l'abbé Scholl ne connaît pas. Ce sont des concessions et parfois ont été attribuées à l'église, aux églises, d'une manière irrégulière. Irrégulière. Vous savez combien de procès on a connus ici entre l'église catholique en particulier? À plusieurs, allez devant les cours de tribunaux, vous trouverez beaucoup de conflits fonciers entre l'église et les privés. Puisqu'il y a même des concessions qui appartenaient à des familles que Mobutu à l'époque et même Kabila a donné à des églises pour les séduire ou pour avoir leur appui politique. Donc ce débat-là, il est un débat très dangereux que je déconseille à l'église catholique. Bon, puisque quand l'abbé Scholl parle, il parle de l'église, de s'y glisser. C'est un débat très dangereux puisqu'on risque de revenir sur la procédure qui avait abouti à la remise de ces concessions-là, même s'ils ont construit après. Vous savez, même si vous avez construit sur un terrain qui ne vous appartenait pas, bon, vous avez construit pour ça ne autrui. vous appartient pas, oui. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Autrui. Donc c'est un débat très dangereux que je n'aimerais pas voir l'église catholique humiliée par là-bas. Ce qu'il faudrait maintenant aujourd'hui, c'est quoi? Il faudrait créer un cadre de concertation entre l'église catholique et l'État pour discuter de ces questions-là. Ce cadre-là est important. L'Église gère les écoles, mais l'État, c'est l'État qui est responsable. La gestion, la formation n'est pas une compétence des ASBEL, pour ne parler que vraiment à des termes, mais c'est l'État. L'État confie la gestion des écoles à des ASBEL ou à des privés. Et l'Église catholique devrait être traitée comme les autres ASBEL. Elle n'est pas au défi de la loi. Et lorsqu'aujourd'hui, je sais que c'est parmi les recettes aujourd'hui de l'Église catholique, en particulier et des autres ASBEL, c'est l'argent qui est entré dans le paiement de frais scolaires. Et la gratuité aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des promoteurs d'écoles qui me disent, non, Excellence, nous avons des difficultés sérieuses. On ne sait pas si encore 3 ans, 5 ans, nous allons tenir. Nous sommes obligés de fermer. Je connais même d'autres qui sont en train même de vendre des bâtiments parce qu'ils ont investi, ils ont pris des prêts bancaires qui ne savent plus rembourser aujourd'hui. Donc ça dérange. Donc si les privés sont dérangés, je comprendrais que les ASBEL aussi les soient. Donc aujourd'hui, il y a un problème sérieux de recettes. L'Église catholique avait prévu déjà certaines dépenses qu'elle n'arrive pas à faire aujourd'hui parce que la gratuité dérange. Il faudrait que l'État puisse aujourd'hui étudier un mécanisme, pas l'État, je dis même mieux les gouvernements, un mécanisme de compensation de ceux-là qui ont investi comme l'Église catholique. L'Église catholique a beaucoup investi, je crois que parmi les meilleures écoles que nous avons ici, ce sont des écoles gérées par les catholiques. Mais cela a un coût. Mais ces coûts-là, on n'arrive plus à les récupérer. Alors, il faudrait que le gouvernement soit sincère
et que les catholiques aussi le soient pour dire la vérité, les vrais problèmes. Le vrai problème n'est pas de dire que la gratuité ne marche pas. Non, le vrai problème, c'est qu'ils sont confrontés à des problèmes d'organisation aujourd'hui. Il n'y a plus d'entrée. Très bien. Et vers les Cambouambongo, s'il faut payer, là. Merci beaucoup. Parce Voilà. que n'oubliez pas que les abbés sont payés, les religieux sont payés. Et aujourd'hui, l'Église, et puis l'Église contribue. L'Église catholique envoie de l'argent à Vatican. Je ne sais pas si vous le savez, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, les recettes ont diminué. Vatican dit, mais Ambongo, comment pour toi? Chez toi, ça ne va pas. Et on a vu tes prédécesseurs, Mosengo, Malula, tout ça. Ils donnaient, mais toi, c'est quoi? Alors, ils risquent d'être aussi quelque part soupçonnés de détournement ou peut-être de rébellion. Donc, je comprends. Donc, il faudrait être sincère, comprendre que l'Église catholique est en difficulté aujourd'hui de pouvoir répondre à ses engagements financiers. Et il faut une contrepartie. Et moi, je propose au chef du gouvernement d'examiner cette possibilité-là, de donner même quelque chose mensuellement ou annuellement, dans les budgets même de prévoir une sorte de fonds de contrepartie. Un fonds qui constituerait comme une sorte de compensation à la perte que les églises et les écoles conventionnées et des confessions religieuses sont en train de connaître aujourd'hui. Même chez les privés, on a les mêmes phénomènes, je vous dis. Puisque ce sont des centaines de milliers d'élèves aujourd'hui qui préfèrent aller dans les écoles de l'État où les parents ne disent rien. Merci. Ne donnent rien pratiquement. Merci, merci. Merci à Lumumba, j'allais dire Gims. Merci et à très bientôt.